Il est mort derrière une porte verrouillée, mais sa voix a franchi les murs, ébranlant jusqu'aux fondations d'un État. Anacet Akane s'est éteint dans le silence, enfermé dans une cellule censée le protéger. Officiellement, il était sous la garde des autorités camerounaises. En réalité, ce même système a soigneusement orchestré sa disparition, jusqu'à ce que, des mois plus tard, la révélation de sa mort fasse irruption dans l'espace public comme une déflagration. Akane n'était ni soldat ni chef rebelle. Il n'a jamais porté d'uniforme, il n'a jamais mené de troupes. Mais il incarnait une dissidence lucide, forgée par la réflexion et la parole. Sa disparition n'a pas été étouffée. Elle a brisé le plafond de verre du Cameroun, faisant vibrer tout le continent africain. Pourquoi ce choc ? Parce qu'en supprimant Akane, l'État n'a pas seulement effacé un homme, il a exposé sa propre vulnérabilité, sa peur viscérale de la propagation des idées. Ici, ce n'est pas la violence bruyante qui inquiète, mais la disparition bureaucratique presque invisible. La machine administrative a dissous la dissidence, croyant éteindre une voix, mais l'écho s'est amplifié, porté par l'indignation et la mémoire collective. À travers l'histoire, la disparition d'une voix dissidente a souvent agi comme un catalyseur. On se souvient, par exemple, de Ken Saro-Wiwa, au Nigeria. Cet écrivain et militant écologiste, arrêté et exécuté en 1995, n'a pas vu ses idées mourir avec lui. Au contraire, sa disparition a galvanisé le mouvement pour la justice environnementale et les droits humains au Nigeria et bien au-delà. De la même manière, la mort d'Anacet Akane a réveillé un sentiment de solidarité et d'urgence dans de nombreux pays africains. Des étudiants de Dakar, des avocats de Kinshasa, des journalistes de Bamako ont cité son nom lors de rassemblements, inscrivant sa mémoire dans le tissu même de la résistance citoyenne. Le point de bascule arrive lorsque Ibrahim Traoré, figure charismatique du Burkina Faso, prend publiquement la parole. Dans un discours glacial, il ne se contente pas de rendre hommage. Il lance un avertissement à tout le continent. Une idée, surtout lorsqu'elle naît de la dignité, ne s'éteint pas derrière des barreaux. Dès lors, la mort d'Akane cesse d'être un fait divers. Elle devient un signal d'alarme pour tous les régimes autoritaires d'Afrique. L'histoire regorge d'exemples de ce genre de basculement. L'assassinat de Patrice Lumumba en 1961 n'a pas plongé la République démocratique du Congo dans l'oubli. Au contraire, il est devenu un symbole d'indépendance et de lutte contre l'oppression, un mythe fondateur pour des générations entières. Et si la disparition d'un penseur pouvait fissurer l'architecture d'un État, si une mort, loin d'étouffer la contestation, éveillait au contraire les consciences sur la nature du pouvoir et la valeur de la dignité humaine. Fermer les yeux sur ce qui s'est joué ici serait funeste. Cela reviendrait à accepter qu'un jour, d'autres voix puissent encore disparaître sans trace, et à perdre peu à peu le droit de questionner, de protéger, de se souvenir. L'enjeu n'est pas seulement la vérité sur une disparition, il s'agit de défendre notre capacité à résister à l'effacement, à préserver notre dignité, à refuser la soumission. Pour comprendre comment la mort silencieuse d'Akane est devenue un séisme politique, il faut remonter aux origines d'un système qui rend possible l'effacement et décrypter la mécanique cachée de la peur au sommet du pouvoir. Avant Akane, d'autres voix avaient en disparu, mais jamais avec un tel retentissement. Pour saisir l'onde de choc, il faut revenir aux premiers pas d'Anacet Akane, à la genèse de son engagement. Issu d'un quartier populaire de Yaoundé, Akane a grandi dans les ruelles grouillantes, au milieu de familles qui se soutenaient malgré la précarité. C'est là qu'il a appris à écouter, à questionner, à refuser l'injustice, des valeurs transmises par sa mère, enseignante, et par son père, menuisier artisanal. Dès l'adolescence, il s'est engagé dans des groupes de lecture, animant des débats sur la démocratie et le droit. Il organisait des cercles de parole où l'on discutait autant de littérature que de politique. Rapidement, son éloquence et sa rigueur intellectuelle lui ont valu l'estime des étudiants et la méfiance des autorités. Que se passe-t-il quand l'État crée des espaces où la disparition d'une existence devient une simple formalité administrative ? Ce n'est pas un roman noir, mais le quotidien du Cameroun, là où une pensée trop vive peut s'éteindre dans le mutisme d'un dossier effacé ou l'oubli d'une cellule sans nom. Prenons l'exemple d'Emilienne, une militante associative disparue en 2006. Arrêtée lors d'une manifestation, elle n'a plus jamais réapparu. Sa famille a cherché en vain, demandant des nouvelles auprès des commissariats et des prisons. À chaque fois, on leur opposait le silence ou des réponses évasives. Le dossier est en cours, il manque un document. Après des mois, le nom d'Emilienne a été rayé des registres, comme si elle n'avait jamais existé. Le cas d'Akane s'inscrit dans cette tradition glaçante.
Mais cette fois-ci, la mécanique de l'effacement a été déjouée par la ténacité de ses proches et l'attention grandissante de la société civile. Anacet Akane n'était pas un criminel. Il n'a jamais prôné la violence. Sa seule arme, c'était la réflexion. Une voix qui questionnait l'ordre établi et fissurait la carapace du pouvoir. Justement, cette faculté à éveiller une génération l'a désigné comme ennemi du régime. Sous la surface lisse des procédures, l'État dissimule une mécanique de répression froide. Officiellement, tout paraît en règle, arrestation, procès, détention surveillée. Mais derrière ces façades, un autre système, plus discret et plus toxique, se déploie. Au Cameroun, il existe deux univers carcéraux. Les prisons officielles, connues de tous, surveillées de loin par les ONG. Et puis, les annexes clandestines, ces lieux hors du temps où disparaissent les dissidents. Là-bas, pas de médecin, aucune visite, aucun recours. L'existence s'y dissout dans un vide administratif. Cette dualité rappelle le système d'apartheid sud-africain, où, derrière l'apparence d'une légalité, des milliers d'opposants étaient détenus dans des prisons fantômes, loin des regards, loin des droits. Nelson Mandela lui-même a passé 17 années au pénitencier de Robben Island, mais des centaines d'autres n'ont jamais retrouvé la liberté. Ici, la disparition ne se fait pas en plein jour. Elle prend la forme de transferts nocturnes, de dossiers subtilisés, de papiers effacés. Un homme peut être bien vivant le matin, puis s'évaporer des registres le soir venu. Tout s'efface dans la brume des procédures interminables. Dans ce système, survivre devient un acte de résistance. Chaque journée sans nouvelles, chaque heure dans l'attente d'un signe, est une épreuve d'endurance. Car ici, survivre n'est pas seulement physique, c'est négocier sans cesse le droit d'exister, de ne pas être réduit à une rature administrative. Fermer les yeux sur ces pratiques, c'est accepter qu'à chaque instant, une voix dissidente, même pacifique, même brillante, puisse être effacée. Cela signifie que personne n'est jamais vraiment à l'abri, que la justice peut disparaître derrière les rideaux de la bureaucratie et que la peur devient la règle sociale. Mais cette stratégie porte en elle sa propre menace. Plus un régime tente d'étouffer une idée, plus elle s'ancre dans les consciences. Akane le pressentait, le pouvoir aussi. Le vrai péril, ce n'est pas la disparition d'un homme, mais la dissémination de sa pensée. Pour comprendre comment Akane en est arrivé là, il faut revenir sur le pas de côté qui a tout déclenché. Son engagement n'a jamais été un accident, mais une nécessité face à l'étouffement ambiant. En 2012, alors que le pays traversait une crise économique sévère, Akane a fondé une association d'éducation citoyenne. Il organisait des ateliers gratuits dans les quartiers défavorisés, encourageant chacun à s'informer sur ses droits et à débattre publiquement. C'est à ce moment-là que les autorités ont commencé à surveiller ses activités, notant chaque prise de parole, chaque rencontre. Ce ne sont pas les armes qui font vaciller les régimes autoritaires, mais la contagion silencieuse des idées. Quand le pouvoir se fissure, ce n'est pas sous les coups de feu, mais sous le souffle persistant d'une pensée qu'on ne parvient jamais à étouffer. Le cas d'Akane rappelle celui d'Andreï Sakharov en Union soviétique. Ce physicien et dissident, enfermé et assigné à résidence pour ses critiques envers le régime, a vu ses textes circuler clandestinement dans tout le pays. Malgré la censure, ses idées ont contribué à la chute du système soviétique. Anacet Akane, icône de résistance, n'a jamais brandi d'autre arme que sa dignité et sa certitude que chaque citoyen détient un pouvoir, celui de penser librement, d'agir selon sa conscience. Dans les marchés, les ruelles, il marchait seul, sans escorte ni peur, incarnant la possibilité d'agir sans attendre l'aval de l'État. Pour ses partisans, il prouvait que l'agence individuelle pouvait fissurer l'édifice de la peur. Le régime pourtant n'a pas choisi la répression ouverte. Il a préféré la lenteur administrative, cette asphyxie sourde, dossiers égarés, retards accidentels, diagnostics médicaux jamais délivrés, refus polis mais constants. Pas de violence frontale, mais un effacement progressif. D'abord de l'homme, ensuite de son souvenir, englouti dans la froideur bureaucratique. Derrière chaque demande ignorée, chaque réponse dilatoire se cache une vérité plus inquiétante. La dissidence intellectuelle ne menace pas seulement l'ordre public, elle fragilise l'existence même du pouvoir. Si une idée circule sans leader, insaisissable, l'architecture de l'obéissance s'effrite. C'est cela qui fait trembler les bureaux lambrissés de l'administration. L'éveil citoyen commence en silence, puis se répand comme une traînée de poudre. Dans ce climat de tension, la formule d'Ibrahim Traoré résonne. On ne tue pas un homme, mais une idée. Il ne s'agissait pas de pleurer Akane, mais de comprendre que la vraie menace pour le régime n'était plus un corps à enfermer, mais une conscience éveillée chez des milliers d'individus. La peur a changé de camp. Des rues vers les bureaux, chaque décision arbitraire dévoile désormais une fragilité profonde.
Le risque est immense. Étouffer la dissidence intellectuelle, c'est condamner toute transformation démocratique et précipiter la société dans la résignation. Mais si elle s'étend, si l'esprit d'Akane s'insinue dans les classes, les marchés, les réseaux d'entraide, alors la légitimité de l'État se fissure, pris au piège entre réforme et déclin. L'incertitude règne. L'éveil n'est jamais total, ni prévisible. Les citoyens, longtemps réduits au silence administratif, découvrent soudain que le courage de penser est contagieux. Le régime, impuissant, comprend qu'aucune procédure ne peut enrayer la propagation d'une idée qui redonne sens à la dignité collective. C'est alors qu'un discours inattendu embrase la scène. La parole d'Ibrahim Traoré vient bouleverser l'équilibre, projetant la tragédie d'Akane sur tout le continent. Dans ce discours, il évoque la mémoire d'autres figures disparues, comme Thomas Sankara, assassiné en 1987, mais dont la pensée inspire encore la jeunesse du Burkina Faso et d'ailleurs. Traoré rappelle que chaque voix réduite au silence devient, tôt ou tard, une source d'énergie pour ceux qui rêvent de liberté. Sur les réseaux, dans les rues, chacun retient son souffle. Que va-t-il advenir maintenant que la parole s'est libérée ? La réaction du pouvoir ne se fait pas attendre. Quand la peur s'effrite, que reste-t-il d'un pouvoir ? Pour le régime, la mort d'Anasset Akane n'était pas un simple accident. C'était l'aveu d'une faille centrale, exposée au grand jour. Ibrahim Traoré, sans détour, a brisé le silence. La disparition d'Akane dévoile la peur viscérale du pouvoir face à la pensée libre. Ce n'est ni la violence ni l'omerta qui marquent ce moment, c'est la fragilité d'un État désarmé devant l'éveil des consciences. Soudain, le masque d'invincibilité glisse. En quelques jours, l'histoire d'Akane franchit les frontières. Sa vie et sa mort résonnent dans les classes, sur les marchés, dans la diaspora. Ceux qui ignoraient jusqu'à son nom sentent que quelque chose bascule. La barrière invisible de la peur commence à se fissurer. La souffrance ne touche plus seulement la famille ou les amis d'Akane. C'est toute une génération qui voit trembler le mythe de l'État tout-puissant. Une question s'impose. Un pouvoir qui redoute à ce point la parole, peut-il encore parler au nom du peuple ? À cet instant, 3 routes s'ouvrent. Première option, la répression aveugle. Le régime pourrait multiplier arrestations et menaces, tenter d'étouffer la dissidence, replonger le pays dans la peur. Deuxième voie, la réforme factice. Offrir quelques gestes symboliques, des promesses creuses pour calmer la rue sans rien changer. Troisième choix, la transformation profonde. Saisir l'instant pour exiger un contrat social nouveau où la dignité et la parole ne sont plus des crimes. Ce carrefour rappelle le printemps arabe de 2011, lorsque des sociétés entières se sont levées pour réclamer leur droit à la parole et à la justice. Certains régimes ont choisi la répression, comme en Syrie, avec des conséquences dramatiques. D'autres, comme en Tunisie, ont connu des transitions plus pacifiques, bien que semées d'embûches. Chaque choix a façonné l'avenir de ces nations. Le choix n'appartient plus seulement aux élites. Il revient à chaque citoyen, à chaque cercle d'amis, à chaque famille qui débat de cette affaire autour d'un repas ou d'un téléphone. L'avenir du Cameroun, peut-être même de tout un continent, se joue dans ce courage quotidien. Oser penser, oser parler. Mais voici le risque. Rester spectateur, c'est accepter que d'autres fixent le prix de notre dignité. Saisir l'étincelle, c'est ouvrir la voie vers une société où plus aucun Akane ne disparaîtra dans l'ombre sans que tout un peuple réclame la lumière. Mais cet éveil n'est qu'un début. Reste à savoir qui, parmi tous, osera franchir le seuil de la peur pour transformer l'élan en changement réel. Face à l'effacement, la mémoire se fait résistance. Mais comment la rendre efficace sans qu'elle s'évapore dans l'océan des colères éphémères ? La disparition d'Anasset Akane, loin d'être seulement la tragédie d'un homme, a dévoilé une puissance insoupçonnée, la capacité d'une mémoire collective à défier l'oubli programmé. Désormais, Akane n'est plus uniquement une victime. Il incarne le martyr d'une conscience africaine qui s'éveille, un symbole de dignité qu'aucun pouvoir ne peut arracher. Sa pensée circule dans les quartiers, sur les réseaux sociaux, au sein des cercles étudiants et jusque dans la diaspora, insufflant une énergie neuve à la société civile longtemps marginalisée. Partout, familles, associations, collectifs d'entraide se mobilisent. Ils organisent des veillées silencieuses, font circuler ces textes parmi la jeunesse, rédigent des pétitions et transforment la douleur en actes. Ces gestes simples ont un poids immense. Ils créent donc des ponts entre générations et refusent que la mémoire soit effacée par décret. Cette vigilance partagée érige un rempart contre le silence imposé. Elle rappelle que chaque nom, chaque histoire peut survivre au mur, aux barreaux, à la censure. La disparition d'Akane cesse d'être un fait isolé.
Elle devient le point de départ d'un récit où l'État détient le territoire, mais le peuple revendique le droit ultime de préserver la mémoire. Car si la douleur n'est pas métamorphosée en exigence civique, si la société se replie sous la peur, la mort d'Akan s'enfoncera dans l'oubli et rien ne changera. Mais si la mobilisation persiste, si la mémoire s'arme d'action, alors le pouvoir devra céder ou s'effondrer devant la détermination populaire. Dans cette culture civique nouvelle, chacun comprend que la mémoire n'est ni nostalgie ni faiblesse. Elle devient une arme contre l'oppression, une semence pour l'avenir. Mais la mémoire seule ne suffit pas. Il reste à savoir comment transformer cette énergie en conquête durable des droits et de la dignité. Pour y parvenir, il existe des pistes concrètes. Premièrement, documenter chaque disparition, chaque injustice. Créer des archives citoyennes, comme l'ont fait les maires de la place de May en Argentine, qui ont patiemment recensé les noms des disparus sous la dictature. Deuxièmement, éduquer les jeunes générations à l'histoire récente, en intégrant les récits de résistants comme Akan dans les programmes scolaires, les ateliers de théâtre ou les projets artistiques. Ainsi, la mémoire devient vivante, partagée, transmise de bouche à oreille. Troisièmement, renforcer les réseaux d'entraide et de solidarité. Les collectifs peuvent offrir un soutien financier, psychologique ou juridique aux familles de disparus. Ils peuvent aussi organiser des campagnes de sensibilisation, des manifestations pacifiques, des journées de réflexion. L'histoire ne se joue plus uniquement dans les palais, mais dans chaque conscience qui s'éveille. Aujourd'hui, le silence autour de la mort d'Anacet Akan ne ressemble plus à un murmure résigné. Il est devenu le point de départ d'une question essentielle. Qui possède vraiment la souveraineté, sinon celles et ceux qui osent penser librement? Akan n'a pas succombé à la brutalité d'une exécution publique. Il a été effacé, lentement, par une machine administrative méthodique, dont l'arme la plus redoutable reste l'oubli soigneusement organisé. Ce n'est pas la tragédie d'un seul homme qui bouleverse tant d'esprits, mais la prise de conscience que ce destin n'a rien d'isolé ni d'exceptionnel. Sa disparition bureaucratique met à nu la plus grande crainte du pouvoir, la contagion de l'intelligence collective, la fissure de l'obéissance par le doute, la réflexion partagée qui s'insinue partout. Ce péril silencieux menace bien davantage les régimes autoritaires que n'importe quelle insurrection armée, car une idée semée dans l'ombre peut franchir toutes les frontières et grandir sans bruit. Face à cette épreuve, la responsabilité ne pèse plus seulement sur les dirigeants. Elle revient à chacune et chacun d'entre nous, témoins parfois impuissants de l'effacement des voix dissidentes. Des figures comme Akan rappellent que la dignité n'est jamais un privilège, mais un droit fondamental. Refuser de s'engager, c'est laisser l'oubli s'installer et ouvrir la voie à la répétition sans fin de l'histoire. Pourtant, porter la mémoire d'Akan ne suffit pas. Il faut la transformer en engagement vivant. Les slogans et les marches passagères ne suffisent pas. La mémoire authentique se traduit dans l'action de chaque jour, dans notre vigilance, dans le refus de l'indifférence et dans la volonté de ne pas se soumettre à la peur et au silence. Ce choix n'est pas théorique. Il touche à la possibilité réelle de reconquérir notre pouvoir civique, de réclamer notre dignité, de reprendre possession du temps volé par la peur, de restaurer l'honneur devant l'histoire. Refuser d'agir, c'est accepter que l'État poursuive l'effacement de celles et ceux qui éveillent les consciences. L'héritage d'Akan n'est ni une statue, ni une cérémonie annuelle. Il est une invitation à la lucidité et une révolte contre la fatalité. Ce sont les consciences éveillées qui forgent la légitimité politique, brisent le cercle de la soumission et ouvrent la route vers un avenir où chaque voix compte, où la peur n'a plus le dernier mot. La souveraineté ne s'arrache pas dans les arènes officielles, mais dans le courage de penser et d'agir, chaque jour. C'est cette vigilance ordinaire, discrète mais constante, qui transformera la mémoire d'Akan en socle solide, la promesse d'un autre possible, pour le Cameroun et pour toute l'Afrique. Pour conclure, souvenons-nous de cette vérité universelle. Une idée née de la dignité ne meurt jamais dans l'ombre d'une cellule. Partout où il y a mémoire, courage et solidarité, l'espoir renaît. Le véritable hommage à Anacet Akane ne sera pas une stèle, mais la lumière que nous osons allumer dans la nuit de l'oubli. C'est à nous désormais de porter ce flambeau.